Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Les anomalies congénitales sont donc, et selon l'Organisation mondiale de la santé, d'importantes causes de mortalité et de morbidité chronique et surtout d'incapacité de l'enfant dans de nombreux pays. En 2010, par exemple, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté donc une résolution sur les malformations congénitales, invitant tous les États membres à promouvoir la prévention primaire et surtout la santé des enfants atteints d'anomalies congénitales. Et le Cameroun, en Afrique, fait partie des pays qui comptent le plus grand nombre, un nombre important, que dis-je, inquiétant même des enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Et ce soir, nous tenterons de vous présenter encore deux autres cas, comme d'habitude, avec ces enfants qui sont de façon régulière, qui arrivent sur ces plateaux avec ces malformations congénitales. Nous parlerons de ces cas et nous écouterons des témoignages des mamans de ces enfants et surtout nos experts qui seront là en seconde partie pour davantage comprendre de quoi il est véritablement question. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à Regard social. Des témoignages et des explications, c'est en cette première partie avec des parents de ces enfants qui sont avec nous. Ngueni Marceline, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Flavien. Et vous êtes sur le plateau de Regard social ce soir, pas pour vous-même, mais beaucoup plus pour votre fils qui est malade. Il s'appelle Joël, Ange Joël. Ce sont les deux prénoms que vous lui avez donnés. C'est pourquoi? C'était quoi la raison de ces deux prénoms, Ange Joël? C'est venu par hasard. Alors, il souffre de quoi, votre enfant? Bon, il avait commencé par la fièvre. Je lui ai amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a prescrit les médicaments. J'ai acheté les médicaments, je suis rentrée à la maison, je lui ai donné les médicaments. Il a bu les médicaments, ça n'allait pas toujours. Je suis rentrée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui a maintenant placé la perfusion. Entre-temps, maintenant, une boule est sortie en bas de son nombril. Une boule est sortie en bas de son nombril. On m'a dit d'aller faire l'échographie. Je suis partie faire l'échographie. On m'a dit que c'est sa vessie qui était pleine. Je suis rentrée à l'hôpital. Sa vessie était pleine de quoi? Des urines. Parce qu'il ne pissait pas bien. Oui. Je suis rentrée à l'hôpital. On a placé maintenant la sonde sur lui pour vider sa vessie. Ouais. Il a fait au moins 2 semaines avec la sonde. Entre-temps, maintenant, le pus a commencé à couler par l'anus. Le pus a commencé à couler par l'anus. Le docteur m'a dit que c'est l'abcès interne. Il a incisé maintenant l'abcès. Il a incisé maintenant par l'anus. Quand il a incisé, il m'a dit que ça va aller. On a placé les antibiotiques sur lui. Les métaux, perfusion. Il a dit que ça va aller. Après, maintenant, je suis rentrée à la maison. Depuis qu'il avait incisé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an. Ça continue, le pus continue à couler. Et ça fait qu'il fait les selles. Et les urines sortent, il ne s'en rend pas compte. Ça se mélange avec le pus. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer ce phénomène tout à l'heure. Le temps d'accueillir également Ngueyep Florence. Mirabel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes parti de l'Ouest pour ce plateau de Regard social parce que votre petite fille est également malade. Freshnel, pardon, qui est avec vous ce soir. Elle est âgée de 5 ans. Effectivement. Et elle souffre de quoi? Elle souffre de la malformation congénitale. Ouais. Depuis qu'elle est née, les médecins ont constaté qu'elle n'avait pas de l'anus et pas de vagin. J'ai fait des hôpitaux avec l'enfant. Je suis allée au CHU de Yaoundé. Le coût était tellement cher. Une fois m'a Comment vous avez su? Ce sont les infirmières qui ont constaté au dispensaire quand elle était encore là, 2 jours après sa naissance. Et quand je suis donc rentrée à la maison, 1 mois après, je l'ai amenée à Yaoundé. Alors, les infirmières ont constaté qu'elle avait ces anomalies, mais vous êtes rentré avec l'enfant à la maison. Et puis c'est eux qui nous ont demandé de rentrer parce qu'ils ne pouvaient rien faire concernant. Donc, 1 mois après, il est amené à Yaoundé au CHU. On a dit que c'était tellement cher et il n'y avait pas les moyens. Est-ce que la maman avait suivi des visites prénatales comme il se doit? Non, monsieur. 1 ou 2 fois. Elle n'avait pas fait
respecté les normes de la visite prénatale. Pourquoi? Par négligence comme ça, parce qu'elle se croyait forte, elle partait au champ, elle vendait, par négligence. Et quand je lui posais la question, est-ce que tu es allé faire la visite? Oui, oui maman. Par négligence. Fait aussi? Non, pas du tout. Elle n'a pas fait. Donc il n'était pas possible pour elle de savoir si l'enfant se porte bien ou pas? Elle n'avait pas fait, monsieur. Oui. Mais elle a fini par accoucher quand même dans de bonnes conditions? Dans de bonnes conditions. Oui. Et malheureusement, l'enfant est né avec ces malformations. Alors vous êtes allé dans d'autres formations sanitaires, puisque vous avez accouché dans un dispensaire également. Elle a accouché dans un dispensaire. C'est ça, oui. monsieur. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce côté-là? Après, quand nous sommes rentrés, c'est là où, un mois après, je l'ai amené à Yaoundé pour tenter de voir normalement ce qui n'allait pas. Au CHU, on a dit que l'opération de l'enfant devait coûter très cher. Et il n'y avait pas la possibilité de sortir avec une petite somme de 100 000 francs. Il n'y avait pas la possibilité. Une femme dont m'a conseillé. Très cher, c'était combien à peu près? On m'a pas des 1 300 000. Bon, c'est là où je raconte à une femme, me conseille l'hôpital Bingo, le Bamenda. Je rentre au village avec l'enfant. Une semaine après, je me rends à Bingo avec l'enfant. Je rencontre un médecin qui consulte l'enfant et me dit que l'enfant, on doit l'opérer, mais après 6 mois, parce que l'enfant était encore très fragile. Après 6 mois. Il me donne rendez-vous, je rentre encore avec l'enfant. Mais à 4 mois, j'ai constaté que le ventre de l'enfant gonflait, ça s'enflait. Alors elle a passé combien de temps sans faire des selles et avec un ventre fermé? 2 jours, 2 jours. Et l'enfant pleurait. L'enfant pleurait beaucoup et la mère m'a dit, maman, je ne sais pas, j'étais de l'enfant. Je lui donne le tété, elle refuse, elle continue à pleurer. C'est quand je veux regarder l'enfant, il soulève son habit et constate que son ventre gonflait, était déjà un peu enflé. Je dis que ça c'est quoi? Je demande à l'enfant, à ma fille, que l'enfant s'est fait laisser depuis hier. Elle me dit, non maman, c'est là où j'ai pris peur. Le lendemain, je l'ai directement reconduit à l'hôpital de Mbingo. Et j'ai rencontré le même médecin qui m'avait donné rendez-vous. Après la consultation, c'était un vendredi. Il a dit que c'était très bien, comme je suis venu rapidement. Et il a programmé l'opération de l'enfant le lundi qui suivait. Et entre-temps, j'ai appelé la famille pour leur faire part de la situation. Et là, on a un peu cotisé d'argent partout pour qu'on puisse donner pour réussir cette opération. Alors, l'opération, c'est qu'on a pu ouvrir son ventre pour lui permettre de dégager les selles. C'est ça, monsieur. Et ça sort de façon inconsciente. Inconsciente, oui. Alors, il y a un autre cas également, puisque le médecin vous a dit de revenir 6 mois après. Quand l'enfant devait avoir 6 mois après, c'est quand il disait qu'il devait opérer. Mais avec le cas, comme son ventre ballonnait, nous sommes rentrés précipitamment et on a opéré le ventre de l'enfant. Et quand nous sommes rentrés, il a donc donné rendez-vous après 3 ans. Qu'on devait revenir après 3 ans pour qu'il puisse percer l'anus et voir. Et il nous a dit que c'était très compliqué, qu'il fallait les médecins spécialisés venant de l'extérieur. Que c'était très compliqué, c'est la phase la plus compliquée. Bon, nous sommes donc rentrés, plus de moyens, plus de possibilités. Et avec la guerre de nos eaux qui battait le plein là-bas, l'enfant était abandonné. Vous êtes retourné au village avec l'enfant? Au village, monsieur. Alors, comment vous vivez au village avec un enfant qui a des pathologies du genre? C'est très difficile, monsieur, très difficile. Ma petite Fraîcheline que vous voyez, vraiment est tellement frustrée. Elle est frustrée même parmi tous les enfants de son âge. Quand elle veut faire l'essai, elle s'accroupit comme tous les enfants. Mais elle constate que rien n'est tombé, elle se lève, ça coule par le ventre. Ses camarades l'insultent. Toi, tu sens, Fraîcheline, quitte de là, tu sens. Quand elle marche partout, ça coule, elle ne comprend pas, ça coule par le ventre, ça tombe. Elle ne s'en rend pas compte. Elle ne s'en rend pas compte. Et c'est comme ça qu'on la menace. Moi-même, je suis vraiment frustrée dans mon esprit. Quand je la laisse pour aller au champ, vraiment, je n'ai pas la tête au cou. Parce que je me dis toujours que elle va entrer quelque part, on va me la pousser. Parce qu'elle passe partout, les caca la suit. Quand elle marche partout, là, ça la suit. Même à la cuisine, elle entre dans votre salon comme ça, elle va voir la télé. Elle voit après un instant, on comprend les odeurs. On dit, ah, tu as chié, va dehors, tu as chié. Et l'enfant sort en pleurant. Alors, vous m'aviez dit il y a quelques moments, je crois avant le début de l'émission, qu'il y avait une seule voie où sortaient et les urines et ces déchets. Oui, quand elle était née, monsieur, elle
Elle faisait les selles par la voie urinaire. Jusqu'au jour où elle n'a plus fait les selles, et je l'ai amenée pour l'opération. Maintenant, elle fait les selles par le ventre, là où on a percé. Et ça, on dirait que ça fait mal parce qu'il y a des jours, quand elle fait les selles, on veut nettoyer, c'est le sang qui coule. Ça coule. Jusqu'à ça mouille même son habit. Elle pleure. Elle pleure. J'ai un cœur brisé, mais quand je vois l'enfant souffrir, quand je reste comme ça, je vois l'enfant grandir sans sexe. J'attends de mes petits-enfants. J'attends qu'elle grandisse, tombe aussi amoureuse, qu'un homme l'épouse. J'attends qu'elle parte aussi à l'école. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Elle est pourtant très brave. Très brave et très vaillante. Elle parle souvent avec vous et vous pose des questions par rapport à son état. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, elle regarde seulement. Quand le caca sort, quand les selles sortent, là, elle soulève comme ça, elle regarde. Elle regarde avec un œil Christ. Elle regarde, elle regarde. Alors, combien de temps vous allez la garder ainsi? Puisque il n'y a pas que cette question d'anus qui n'existe pas, il y a également un autre problème aussi. Problème de vagin, on n'en a pas. C'est plus tard quand le médecin a dit que c'était compliqué, que je suis moi-même rentré à la maison. J'ai bien regardé. J'ai dit que comment on dit que c'était compliqué encore? Je me disais que c'était seulement l'anus. Je regarde bien. Je regarde les organes féminines. Je regarde bien. Je vois vraiment que c'est mal formé. J'ai regardé. J'ai vu. C'est pas comme pour les autres. C'est pas comme pour les autres. D'accord. Vous allez certainement trouver la solution, ou alors que vous êtes venu à Regard Social pour solliciter le concours des spécialistes pour davantage vous expliquer de quoi il est question, puisque vous n'êtes plus allé à l'hôpital depuis votre retour de Bamenda, de Bingo. Je ne suis plus allé, monsieur. Voilà. Et Marceline, votre fils, lui, il est âgé de 9 ans déjà aujourd'hui. Il ne va plus à l'école à cause de cette même maladie. Tout est parti d'un paludisme, vous avez dit. Il avait une fièvre, après il a reçu des perfusions et quelques temps après il a commencé à faire des selles, à faire des pipis et autres mélangés au pu. C'est tous les jours que ça se passe? Oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il fait les selles sur lui. Et donc après, à chaque 1h30, 2h, il faut changer la couche. Parce que quand ça coule, quand ça sort, comme c'est mélangé avec les urines et le pu, ça sort l'eau. Et ça fait que si tu n'enlèves pas, ça le mouille. Ça entre, ça le salit partout. Il faut changer même les habits sur lui. Et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la solution à son problème? J'ai déjà vraiment parcouru les hôpitaux. Depuis, je ne fais qu'aller à l'hôpital. Un moment, ma mère m'a appelé au village de venir. On essaye de voir aussi là-bas au village, dans les centres du village. Je suis arrivée au village, on est allé dans un centre là-bas au village. Ils m'ont envoyé, là-bas ils n'ont pas pu. Ils m'ont envoyé à l'hôpital régional de Bafoussam. Je suis arrivée à l'hôpital régional de Bafoussam. Ils ont fait aussi leurs examens. M'a envoyé maintenant voir l'urologue à Bangoua. Je suis arrivée à Bangoua. L'urologue a prescrit aussi ses examens. C'était 110 000. Je n'avais plus d'argent pour faire ces examens-là. Je suis rentrée maintenant ici à Douala. C'est en janvier que je suis encore repartie à la garnison militaire, rencontrer l'urologue là-bas. L'urologue m'a envoyé, il m'a envoyé maintenant chez son collègue à l'hôpital gynéco de Yaoundé, son collègue chirurgien. Je pars maintenant, j'arrive à Yaoundé, je rencontre l'urologue. Il fait aussi ses examens, tous les examens. Alors, est-ce que les médecins vous ont dit de quoi il souffre exactement? Qu'est-ce qui a causé Ils m'ont pas vraiment dit. Ce dysfonctionnement? Ils m'ont pas vraiment dit ce qui ne va. Mais à Yaoundé, celui-là, l'urologue de Yaoundé m'avait dit que ce n'est qu'au bloc. Que ce n'est qu'au bloc qu'on va regarder ce qui ne va pas, ce qui fait que les selles, ils ne contrôlent plus les selles et les urines, que ce n'est qu'au bloc qu'on va vérifier ça. Et on ne l'a pas opéré jusqu'ici? On ne l'a pas encore opéré.
faute d'argent. Parce que vous n'avez pas de moyens. Oui. Alors, son père, il est où? Son père à Bonabéry. Il avait abandonné depuis la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Même quand il est tombé malade, je suis allée à Bonabéry le voir. Il dit que l'enfant est malade. Il n'a rien fait. Et lui est même amené au service social. Arrivé au service social, on m'a donné la convocation d'aller lui donner. Je suis partie lui remettre la convocation. Il n'est pas venu. On m'a donné la deuxième convocation. Je suis partie encore lui donner. C'est là où il est venu maintenant. On lui a demandé qu'on amène l'enfant à la cantine. Parce que le cas de l'enfant n'est plus le cas des petits centres. Il faut qu'on amène l'enfant à la cantine. Maintenant, on est sorti, ils ont dit qu'ils attendent même les résultats là-bas. On est sorti en cours de route. Il m'a dit qu'il va m'envoyer l'argent. Il m'a abandonné en cours de route. Il est parti. Donc, il n'est pas arrivé à la cantine avec vous? Il n'est pas arrivé à la cantine. Ils avaient même fait jusqu'à me donner le papier d'arriver à la cantine, donné au service social qui est à la cantine. Je suis même allée jusqu'à les remettre même le bout de papier qu'on m'avait donné. Ils m'ont envoyé maintenant d'aller à l'urgence. Je n'avais pas moi d'argent. Je suis rentrée parce que je n'avais pas d'argent. Et comment vous faites pour l'honorer, lui qui a déjà des problèmes de santé, et l'entretenir, vous l'entretenez comment? Ma famille m'aide. Ma famille m'aide de temps en temps pour pouvoir m'occuper de lui. Et les questions qu'il subisse une opération, cette famille ne cotise pas d'argent pour... Depuis les 1 an que je marche dans les hôpitaux, ce sont eux qui se battent. Oui, avant qu'elle ait fait tous les examens que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. On vous a dit à peu près le coût de l'opération? Les médecins vous ont donné une estimation? Il m'avait dit qu'il faut au moins 500 000. 500 000 pour son opération? Pour son opération. Ok. D'accord. Mirabel, qu'est-ce que vous entendez faire maintenant? Monsieur, si je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour lancer les mains, pleurer à toute la population camerounaise, pleurer aux âmes de bonne volonté qui m'écoutent présentement, de mettre leurs mains sur le cœur et de m'aider afin que cette petite Freshline redevienne aussi normale et qu'elle parte aussi à l'école comme les enfants de son âge. Qu'elle grandisse aussi, qu'elle me donne les petits-fils. Je vous en supplie. D'accord, vous êtes la grand-mère de Freshline, qui est juste à côté de vous. Elle est âgée de 5 ans déjà. Et elle a toujours ces anomalies en elle qui n'ont pas encore trouvé de solution. Vous êtes venu tendre la main aux âmes de bonne volonté qui vont certainement réagir, ça on le sait, comme ils en ont l'habitude. Merci déjà d'être venu, beaucoup de courage à vous. Merci, monsieur. D'accord. Et Marceline, c'est le même vœu, Oui, celui de voir votre fils retourner à l'école, parce que ça fait 2 ans pratiquement, 1 an et demi, 2 ans qu'il n'est pas allé à l'école. Oui, monsieur. Donc il voudrait retourner et surtout en bonne santé. Oui, monsieur. Voilà, vous parlez au peuple. Je dis pardon aux âmes de bonne volonté, ceux qui sont de près ou de loin, que je suis vraiment à bout. Je ne parviens plus et je ne compte que sur vous, les âmes de bonne volonté, de me venir en aide pour pouvoir sauver mon fils de cette situation. Je veux aussi voir mon fils retourner à l'école comme tous ses amis. Ange Joël, 9 ans, et Freshline, 5 ans, qui sont avec nous ce soir. Ce sont les cas que nous vous présentons, qui sont également sortis, en tout cas qui font partie des cas, notamment des malformations congénitales que l'on a évoquées en début de cette émission. Voyez-vous, comment est-ce que ces familles vivent chacune dans son petit coin, dans son domicile? Je vous invite à suivre tout un reportage, l'équipe de reportage justement de Regard Social, qui a fait le tour de ces 2 familles avec la caméra de Dani Warenzede, qui a été assistée par Cédric Nana et Libéraux Ndjomo. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Ici, zone de recasement. C'est un quartier de la capitale économique du Cameroun. Au milieu de ces bâtisses se trouve un cas social.
La fillette, sous vos yeux, que l'on apprête pour le bain, est née sans anus. C'est à travers l'ouverture créée sur son ventre qu'elle rejette les déchets de façon inconsciente. Ma tante, maman Florence, a suggéré qu'on aille à l'hôpital, qu'on aille à Yaoundé, dans un grand hôpital, pour voir ce problème. Elles sont allées à Yaoundé, à l'hôpital CHU. Arrivées là-bas, les médecins ont dit qu'il fallait qu'on pèse un côté du bébé pour que les selles puissent sortir. Et il fallait 1 800 000. Ils n'avaient pas cet argent. Elles sont revenues au village. Quelqu'un leur a proposé d'aller plutôt à Bamenda, à Bingo de Bamenda, que là-bas il y a aussi des bons médecins et puis ça ne va pas être trop cher. C'est ce qu'on a fait. Quand on a donc percé le côté, c'est là-bas comme ça que l'enfant pouvait faire les selles, donc les selles sortaient là-bas. Et de temps en temps, ça soigne jusqu'à présent. Donc quand elle fait même les selles, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire les selles. Donc, il faut toujours qu'on lui mette les couches. Et de temps en temps, quand on regarde, on enlève, on nettoie, on remet. Freshnel, c'est son prénom. Âgée de 5 ans et toujours joviale, ne cesse de questionner sa génitrice sur son état de santé et qui, selon sa tante, l'éloigne des enfants de son âge. Freshnel, elle est frustrée et elle est par moments très triste parce qu'elle pose la question à sa maman de savoir: maman, pourquoi j'ai la blessure ici? Maman, la blessure ici va finir quand? Hein, maman, pourquoi il y a la blessure ici? Maman, pourquoi tu me mets toujours la couche ici? Elle passe le temps à poser ces questions. Elle se sent frustrée quand on la repousse dehors. Tu sens, va là-bas, va chez vous. Tu sens. Vraiment, elle est frustrée, elle est triste. Elle est triste. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que cet enfant ne peut pas jouer avec ses amis. Elle ne peut pas aller à l'école. Puisque si on l'inscrit même dans une école maternelle, ça ne va pas donner. Elle sera frustrée. Les amis vont la repousser. Elle est vraiment... Elle se sent gênée, elle est triste et ça nous met vraiment mal à l'aise. La petite Freshnel n'est pas seulement née sans anus. Sa partie intime est également anormale. Une autre malformation qui n'est pas encore endiguée. Elle n'a pas le vagin aussi. Elle n'a qu'un petit trou. Donc il y a bien les lèvres, mais il n'y a pas vraiment le vagin. Il n'y a qu'un petit trou, les urines coulent. Et à Bingo maintenant, quand on avait opéré pour que les selles sortent, le médecin avait demandé de revenir quand l'enfant aura 3 ans pour sortir d'abord le vagin. Donc il fallait faire une deuxième opération, le vagin, avant d'aller sur l'anus. Quelques temps après la guerre au nord-ouest. C'est comme ça que Virginie allait plus et puis toute la famille est restée tranquille. Freshnel souffre. Elle souffre non seulement de ses anomalies, mais également elle ne connaît pas l'amour paternel. Après avoir constaté que sa fille est née avec des malformations congénitales, le papa a fondu dans la nature. Selon Virginie, la maman de la fillette malade. Virginie, qui cumule déjà 26 ans de vie sur Terre, était toute jeune encore au moment de mettre au monde la petite Freshnel. Pas de véritable visite prénatale durant sa période de grossesse, prétextant qu'elle était en bonne santé. Quand elle a porté la grossesse, comme elle était très jeune, elle n'a pas vraiment suivi ses visites comme cela se doit. Elle allait à l'hôpital 1 ou 2 fois. Elle n'a fait aucune échographie. Et puis elle n'avait pas de problème de santé. Après quelques mois, elle a accouché normalement par voie basse. Quand elle a accouché, c'est après quelques jours qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas l'anus du bébé. Et puis au niveau du vagin, il n'y a qu'un petit trou où les urines sortaient. Quand l'enfant voulait faire les selles, ça sortait aussi par le petit trou là, légèrement. La grand-mère de Freshnel, visiblement dépassée.
ma papunga zungu ko pa chapunga bago anwe ko po yimanta le tem ndap se ninga tawo da ju an ndap se an ban dinde ga dinde pela pu longa me e pa pu ni funku esi size ba anwe ko manange enge mba anwe ga la ka funje yo puzu mo yo ponda yo ko ngale na ka funde se da ndomme ba tuta ba ndiye mbunja pana mo me ka fo la ka munje so ma la munze ndinde mala no njap han jappa funku ku mo nga no fa ni mo mama. L'échographie a montré que sa vessie était pleine. Je suis rentrée à l'hôpital. On a mis la sonde sur l'enfant. L'enfant a fait au moins 2 semaines avec la sonde. Et entre-temps, maintenant, le puits a commencé à couler par la nuit. Le docteur a dit que c'est l'abcès interne. Il a incisé l'abcès par la nuit. Et depuis qu'il avait incisé, ça fait aujourd'hui 1 an qu'il avait incisé l'abcès, le puits continue à couler. Et ça fait que il fait les selles et les urines coulent. Les selles et les urines sortent, il ne s'en rend pas compte avec le puits. N'est pas Eh bien, voilà ce que révèle d'ailleurs le travail qui a été fait par l'équipe de reportage de Regard Social dans ces 2 familles qui ont donc des problèmes, des enfants malades, voyez-vous. Il s'agit là de Ange Joël qui est âgé de 9 ans et qui souffre énormément, ainsi que la petite Fraîcheline aussi qui est malade. Et ce sont des cas qui nous préoccupent ce soir. Et pour davantage comprendre de quoi il est question, nous avons invité Dr Rugen Fosso Jeannette. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Flavien Valondongo. Vous êtes anthropologue et enseignante à l'université de Douala. Vous avez suivi ce reportage, mais avant des témoignages de ses parents, de ses mamans. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Oh, beaucoup d'émotions et de tristesse aussi de voir des enfants si jeunes qui sont un peu comme des condamnés à mort. Mais sur le plan scientifique, c'est la problématique, pour le cas de Fresnel, c'est la problématique des consultations prénatales et surtout l'examen échographique. Parce que cet examen aurait pu, si il avait été fait à temps, permettre de connaître, de poser le diagnostic pour justement découvrir cette maladie, ces malformations congénitales. Et aussi, pour le cas du petit garçon de 9 ans, la problématique du diagnostic qui est posée. Parce que jusqu'ici, on n'arrive pas au regard du récit qui a été fait par sa mère, à savoir véritablement que ce qui est la cause du problème. Mais comme on a la chance ce soir d'avoir des médecins sur le plateau, je leur laisse le soin de répondre parce que ils ont l'expertise nécessaire pour pouvoir édifier nos téléspectateurs. D'accord. Merci d'avoir accepté cette autre invitation. Et avec nous également, Dr Kunche Djeri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien urologue. Exactement. Vous travaillez pour le Centre médical d'urologie de Douala. Exactement. Et merci d'avoir accepté cette invitation également. Vous avez aussi écouté les témoignages de ces mamans qui sont pratiquement dépassés par ce qui arrive à leur progéniture. Oui, c'est parfois notre quotidien que les patients que nous recevons, et c'est quand même intéressant que vous permettiez au reste de la population de voir ce que nous subissons parfois, ce que surtout les familles subissent. Nous, on ne fait que regarder et parfois nous sommes également dépassés comme eux, vu que ça demande aussi bien du matériel que beaucoup d'argent. Nous les médecins, nous recherchons ce type de patients. Et les patients aussi nous recherchent. Mais au milieu de tout ça, le problème, ce sont les finances, c'est le matériel. Et c'est là où on n'arrive pas à se retrouver, hélas. On aura une idée de quoi, je veux dire, de ce que
de ce dont souffre le petit garçon, je veux dire, Oui, Joël, Ange Joël. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses que mes collègues ont je pense, essayé d'approcher du diagnostic. Bon, je pense qu'on pourra toujours les égrener et essayer de trouver des solutions pour cela. Très bien. Alors, un qui est un habitué, en tout cas, de ce plateau, docteur Honoré de Balzac et Mapi. Bonsoir et bienvenue une fois encore. Bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tout le public, bonsoir aux téléspectateurs de cette émission. Est-il encore possible que je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien et que vous êtes le patron de la clinique de Douala avec tout ce que vous faites pour Regard Social. Merci déjà au nom de la direction. Ce sont des enfants, encore des problèmes, je veux dire des malformations congénitales ce soir. Oui, comme disait Dr Ogam tout à l'heure, ça fait toujours très mal de voir des enfants dans ces conditions-là, dans cet état d'esprit. On a écouté le récit d'une maman tout à l'heure qui parlait du quotidien d'un de ses enfants. Tout le monde va rejeter la petite fille, tout à fait innocemment, mais c'est toujours très difficile. Et moi, je l'ai toujours dit ici, pour nous en obstétrique, pour la plupart de nous qui avons choisi cette spécialité, c'est parce qu'on veut le plaisir. On est dans un environnement où on est tout le temps en joie avec des naissances, mais il arrive quand même quelques fois où ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité parce qu'on a des enfants qui ne répondent pas aux normes, disons ça comme ça. Donc c'est toujours assez traumatisant pour nous, très très traumatisant pour nous, et bien évidemment beaucoup plus pour la famille. Je voudrais que l'on commence par le cas de la petite Freshline. Sa mère, qui n'a pas suivi les visites prénatales, encore moins les échographies, pour avoir une idée précise de ce qu'elle pouvait subir à la fin de l'accouchement ou de la grossesse. Mais elle a accouché, selon elle, sans souci, parce qu'elle avait quand même les forces d'aller au champ, d'aller faire des petits travaux, aller faire son commerce, jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle s'est dit... peut-être inutile d'aller à l'hôpital. Bizarrement, c'est toujours dans cette cohorte-là qu'on rencontre ce genre de problème. On n'a pas le temps d'anticiper sur des choses qui peuvent arriver, malheureusement, et c'est à l'accouchement qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes qu'on aurait pu dépister. C'est vrai, parfois même quand on les dépiste, il n'y a pas véritablement quelque chose à faire. Et on est parfois obligé d'attendre l'accouchement pour pouvoir faire quelque chose. Mais il est quand même important de préparer la famille sur ce qui va arriver. Quand on est pris de coups comme ça, c'est toujours très difficile. Alors ici, on parle, dans ce cas précis, on parle d'une malformation du vagin et puis d'une perforation anale, ce qu'on appelle encore des malformations ano-rectales. C'est quand même assez compliqué de voir les deux pathologies qui s'associent. Mais quand je regarde les images, il pourrait s'agir ici sur le plan vaginal simplement de ce qu'on appelle une coalescence des petites lèvres, une coalescence des lèvres qu'on pourrait repérer quand même assez facilement. Il vaut mieux réexaminer cette petite fille-là avant de voir si effectivement c'est une aplasie du vagin, ce qu'on appelle un syndrome Rokitansky-Huster, qui serait quand même assez difficile à pouvoir régler, mais qu'on peut régler, mais avec des techniques quand même assez compliquées. Donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de voir, mais également sur notre plan, il y a un problème d'imperforation anale, qu'on appelle les malformations ano-rectales, qu'il faut regarder de très près. Je pense que quelque chose a déjà été fait. Et là aussi, heureusement, il y a des spécialistes qui peuvent intervenir et sauver la vie de cet enfant. Il y a beaucoup de risques. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle vit avec ses intestins pratiquement à l'air libre. Bien évidemment. Bien évidemment. Des risques d'infection. Oui, bien évidemment. Ce n'est pas toujours très confortable d'évacuer les matières fécales par un endroit, par un orifice qui n'était pas prévu. Il vaut mieux rétablir très rapidement cette continuité au risque de fragiliser le tissu qui pourrait le faire beaucoup plus tard. Donc c'est quand même important de s'y pencher assez rapidement et de rendre cet enfant assez heureux dans la société. Vous parlez simplement sur le plan organique, mais sur le plan psychique, ça c'est quand même très traumatisant. Même si on rétablit la continuité tout à fait normalement et qu'on prend du temps à le faire, quel est le choc que cet enfant va subir? Quel enfant est-ce qu'on va laisser dans la société? Un enfant qui a été rejeté par tout le monde, ça va être quand même très difficile pour elle de se conformer parce que tout le temps, elle va penser à tout ce qu'on lui a dit. C'est une jeune enfant. Il faut savoir qu'ils encaissent beaucoup
Et il garde aussi beaucoup, c'est difficile de pouvoir évacuer. Alors, docteur Kunchedjeri, ce n'est pas de votre spécialité, mais quand même, on voit bien que c'est une adolescente, c'est un enfant, c'est un bébé carrément. Même si elle a 5 ans aujourd'hui, elle n'a pas connu en même temps l'amour paternel. Sa mère nous a dit que son père est parti lorsqu'il a appris que sa fille est née avec plusieurs maladies et qu'il était difficile de pouvoir résister, en tout cas, ou tout au moins regarder un bébé comme ça. Oui, c'est vraiment très compliqué, très difficile pour la famille. Et surtout, normalement, dans les pays où il y a un suivi, il y a un suivi de l'État, de la société sur ces enfants-là, sur ces personnes, on dispose de techniques qui pourraient au moins permettre d'éviter un certain inconfort de l'enfant. Il y a des poches qu'on pourrait placer simplement au niveau de la stomie, donc de l'abouchement du côlon au niveau de la peau, qui permettrait de recueillir les selles et de pouvoir, dès que cela est rempli, les changer. Mais le problème, c'est que ça coûte assez cher. Il faudrait peut-être faire des changements chaque jour. Et une poche, je pense, peut coûter au moins 2 000, 3 000 francs. 2 000, 3 000 francs pour un enfant, pour une famille qui n'a pas déjà assez de moyens pour faible revenu. Oui, c'est plutôt compliqué. Ça revient facilement à 200 000, 300 000 francs par mois. Donc c'est vraiment très difficile pour des familles et pour l'enfant également de supporter tout ça. Oui, on l'a écouté et docteur Emma Pila également, et il le rappelle d'ailleurs chaque fois sur ce plateau qu'il faut suivre des visites prénatales. Ça permet aux mamans et même aux parents, aussi aux papas, de savoir comment se porte le fœtus. Une idée peut-être pourrait jaillir avant la naissance du bébé et trouver peut-être la solution. Oui, mais là, je pense déjà que même les visites prénatales ici, je doute que cela puisse approcher cette maladie, les malformations. Mais directement à la naissance, je pense, on pourrait rapidement se rendre compte qu'il y a tout ce problème-là et essayer de le prendre en charge. Je pense ici que la malformation anorectale doit être assez haute pour qu'on soit obligé de laisser d'abord cette stomie au niveau de la peau pour pouvoir ensuite, secondairement, essayer de trouver un moyen pour créer un nouvel anus qui permettra à l'enfant d'évacuer les selles comme toute autre personne. Pour ce qui est des problèmes vaginaux, je laisse le soin aux spécialistes de nous en parler. Alors, docteur Ogen Fosso, c'est un double trauma, ne serait-ce que pour la petite Freshling. Oui. Pas elle seule, oui, sa mère également, ou je veux dire toute la famille. Oui, c'est un trauma, mais avant, je dirais déjà que ce que les médecins ont dit reste assez pertinent. Mais on peut relever le fait que dans d'autres pays, les pays que nous aimons tant citer, il y a, lorsque l'échographie est faite, ces interruptions médicales de la grossesse, parce que quand on découvre qu'un être en devenir et dont l'embryon a une malformation, on sensibilise suffisamment les parents pour qu'ils prennent la décision s'il faut garder cette grossesse ou pas, au regard de l'enfant qui naîtra avec des difficultés que les parents ne pourront pas arriver justement à prendre en charge, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Et pour le reste, c'est toujours un gros traumatisme, non seulement pour le parent, mais aussi pour les enfants. Au niveau du parent, il y a ce qu'on va appeler la culpabilité. Parce que le parent culpabilise en disant si je n'avais pas fait ceci, le résultat n'aurait pas été celui-là. Et aussi, dans certains cas, on va observer une attitude de rejet lorsque les parents ne sont pas assez forts. Et surtout la mère, si elle n'est pas assez forte, parce que même parfois dans les couples, ou alors lorsque une adolescente devient mère, il arrive que le géniteur ne soit pas psychologiquement prêt à devenir père. Et donc, dans un cas comme celui-ci, où la grossesse s'est bien déroulée d'une manière ou d'une autre, et dont le résultat n'a pas été le produit qu'on recherchait, on ne peut qu'être traumatisé. Donc, on peut déjà, sur le plan émotionnel, féliciter ces deux parents
qui réussissent à garder auprès d'elles leurs rejetons malgré les difficultés qui sont les leurs. Mais on peut aussi, ils ne doivent pas considérer cela comme une sorte de fatalité, mais plutôt comme votre plateau a ce caractère pédagogique, sensibiliser les autres qui sont dans des situations comme celle-là en début de grossesse et ne s'engagent pas à faire des consultations prénatales parce que a priori on est en bonne santé. À tenir compte, même si l'échographie ne va pas résoudre tout le problème, c'est déjà un premier pas de pouvoir en faire. Et ça permet aussi de prendre la bonne décision à temps. Et à ce moment-là, ça peut justement réduire le traumatisme ou alors d'avoir des enfants qui sont plus ou moins condamnés. Et puis, quand le chirurgien parlait du coût, je pense que c'est un problème social. Hein. C'est un problème de gouvernance aussi, ou de la place que les humains occupent dans nos sociétés. Parce qu'ailleurs, il y a les multinationales qu'on peut sensibiliser pour dire, en termes d'action sociale, voilà ce que nous avons comme problèmes sociaux. Est-ce que vous êtes, en tant qu'entreprise ou structure, prêt à donner 10 000 de votre chiffre d'affaires, 20 000, 30 000, 40 000, pour permettre justement de pouvoir prendre en charge ces personnes qui sont en difficulté ou en situation de handicap. Mais malheureusement, ça ne suit pas. Parce que quand on voit toutes les dépenses qui sont faites en termes de boissons et autres, on peut, n'est-ce pas, trouver le moyen, on peut avoir des partenariats avec ces entreprises qui puissent financer, comme je le disais, des institutions et même participer à la formation des personnes en même de prendre en charge nos enfants, nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Alors, ce n'est pas toujours ça. Et on a, Dr Mapi, vous voulez dire quelque chose? Pour dire également que aujourd'hui, c'est la maman qui supporte tout. Et on a entendu de la bouche de la grand-mère de cet enfant qu'il s'agit, qu'elle voudrait voir, ou alors quel enfant elle va avoir dans des jours à venir, lorsqu'elle sera grande. Est-ce qu'elle va certainement lui faire d'autres enfants pour qu'elle soit véritablement arrière-grand-mère? C'est difficile de penser qu'on peut avoir un enfant comme Freshlin, qui aujourd'hui a un double problème, à elle seule, sans savoir, sans évaluer ce qui arrive également à ses parents à ce niveau. Oui, c'est vrai, mais il faudrait que nous soyons quand même réalistes. Hein. Il faut poser les problèmes ou les doléances au fur et à mesure. Le plus important pour le moment n'est pas pour Fresnel de devenir mère, mais plutôt que nous puissions utiliser les expertises locales pour mieux diagnostiquer le problème qui est le sien et donc lui permettre déjà d'être une enfant qui va s'épanouir et se développer comme les autres, parce que on ne va pas non plus faire comme si on ne réussit sa vie que lorsqu'on est devenu mère, parce que c'est autant de problématiques qui sont soulevées, ou alors on n'est pas plus heureuse simplement parce qu'on est devenu grand-mère. On peut aussi avoir des enfants qui sont comme des petits démons alors qu'ils n'ont pas de problème. Donc, moi je dis, la grand-mère de Fresnel doit d'abord œuvrer pour que le problème de sa petite fille soit diagnostiqué afin qu'elle puisse déjà s'épanouir comme toutes les autres petites filles. Et après, la nature et la médecine se chargeront de nous faire savoir si elle a cette possibilité-là de devenir mère ou pas. Alors docteur Mapi, l'Organisation mondiale de la santé, je l'ai dit encore à l'entame de cette émission, qui a proposé aux pays membres de cette organisation justement de promouvoir la sensibilisation au sein des familles, permettre aux mamans, aux parents, je vais dire aux papas également, je vais dire des familles, de pouvoir comprendre qu'il y a des problèmes pour éviter ces malformations congénitales. Mais de plus en plus, on constate qu'en Afrique, le Cameroun fait quand même partie des pays qui regorgent le plus grand nombre, ou j'allais dire un nombre inquiétant même, de naissances dues aux malformations congénitales.
Oui, c'est exact. Je ne sais pas comment je prendrais le problème. Est-ce que c'est tout simplement parce que les gens viennent à l'hôpital ou bien parce qu'elles ne viennent pas à l'hôpital? On va prendre le problème sous ces deux angles-là. Il y a des malformations qui ne sont pas diagnostiquées au cours de la grossesse et qui auraient pu être diagnostiquées, ça il faut le dire, mais il y a d'autres qui ne sont pas forcément accessibles à un diagnostic anténatal. Ça, je l'ai déjà dit sur ce plateau et Dr Cuichot le renchérissait tout à l'heure. En ce qui concerne par exemple les malformations anorectales, c'est difficile de voir. Si on prend par exemple le cas du syndrome de Rokitansky, dont on suspecte chez la petite fille, c'est également quelque chose qui est assez difficile à diagnostiquer. Mais au moins, à la naissance, c'est faisable. Maintenant, pour le cas des malformations qui sont diagnostiquées, c'est effectivement là le problème. Et on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas accès aux soins, qui ne peuvent pas suivre les consultations prénatales comme le recommande toujours cette OMS, qui demande au moins 4 consultations prénatales au cours d'une grossesse. Malheureusement, il y en a qui ne portent même pas en consultation prénatale. Et plus, ces consultations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Est-ce que celles et ceux qui sont dans des villages et qui font des consultations prénatales ont le qualificatif, ont la qualité pour pouvoir le faire? Parfois pas toujours. Ce qui fait que on va venir, on va vous dire, déshabillez-vous, couchez-vous, on va mesurer la hauteur utérine, on ne va même pas savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. On va prendre la tension artérielle, mais on ne connaît même pas les normes. On va prendre la température, mais on connaît quelles sont les normes. Voilà un gros problème qu'il faut déjà pouvoir régler avant de pouvoir effectivement diagnostiquer à temps les malformations qu'on peut avoir chez les enfants. Alors, il y a deux possibilités, deux attitudes dans la recherche de ces malformations. Soit effectivement laisser la grossesse continuer, savoir qu'on va régler le problème plus tard, ou bien on se dit c'est incompatible avec la vie et dans ce cas-là, il faut faire une interruption médicale de grossesse. Je dis bien une interruption médicale, c'est-à-dire que ces interruptions qui sont sous l'ordre d'un personnel, pas sur un seul, parce qu'en général, c'est une concertation entre des médecins qui disent il faut toujours une contre-expertise là-dessus pour savoir, pour effectivement diagnostiquer. Dit non, il y a une concordance entre ce que l'un a fait et ce que l'autre a fait. C'est une question d'équipe et dans ce cas-là, il faut pouvoir le faire. Et moi, je l'ai dit aussi, quand ce sont des diagnostics qui sont accessibles à un traitement après l'accouchement, ça effectivement, on laisse continuer la grossesse pourvu qu'après, il y a une prise en charge. Mais malheureusement également, là, dans notre société, cette prise en charge, elle coûte assez cher et la plupart des familles n'ont pas la possibilité de le faire. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup viennent ici pour pouvoir demander, lancer la main qu'on leur vienne en aide. Alors, on a également vu, peut-être, on a écouté certains parents, je veux dire les premiers parts, qui disent non, moi j'attends, je veux mon enfant, même s'il y a quel problème, on va voir la suite. Et c'est quand l'enfant naît, justement, qu'on commence à se poser une question, comment faire pour prendre en charge le bébé. Et pas plus tard que cet après-midi, j'avais en consultation une maman qui me disait justement ça. Mon mari me dit de ne pas venir en consultation, qui va juste faire l'échographie et c'est tout. Et je ne veux pas venir en consultation, je viendrai accoucher. Vous voyez, même en ville, il y a ce genre de problème qui existe. On ne comprend pas quelle est l'importance des consultations prénatales. Non, on ne vient pas en consultation prénatale parce qu'on est malade, mais on veut anticiper pour rechercher s'il y a un problème et qu'on les règle. Ça, les familles doivent le comprendre. C'est assez important. Oui. Certaines femmes disent que non, il n'y a pas assez d'argent. Mon mari dit qu'il n'a pas l'argent pour aller faire des consultations. On va attendre simplement que la femme accouche. C'est vrai, c'est malheureusement dommage. Je pense que c'est là que l'État doit intervenir pour que tout le monde puisse accéder aux soins. Ça, on l'a toujours dit ici, l'État a un rôle très important là à jouer. Ce n'est pas forcément venir en clinique, nous on est en privé, mais ce n'est pas forcément venir en privé. Quand on le dit, c'est pour qu'on aille dans des hôpitaux. Ça, je pense que j'ai aujourd'hui des hôpitaux d'État qui donnent des coûts, ou bien des hôpitaux confessionnels qui peuvent donner des consultations à un coût abordable pour la population. Donc, je crois qu'il y a un problème de mentalité aussi qu'il faut pouvoir régler, de comprendre qu'il est important de venir en consultation prénatale. Il y a plusieurs femmes qui disent docteur, je ne me sentais pas bien, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu. Et malheureusement, pendant l'intervalle, le temps qui s'est passé, il y a la tension artérielle qui s'est élevée et on n'a pas pu prendre en charge, alors que si on était venu beaucoup plus tôt, on aurait réglé ce problème. Ou bien le poids qui augmente dangereusement et qui va conduire certainement à ce qu'on appelle une prééclampsie. Et parce qu'on n'est pas venu à l'hôpital, on ne dit pas attention, il faut voir le nutritionniste pour que votre poids ne grimpe plus de cette façon-là. D'accord. Alors, il y a ce cas de Freshlin, il y a également le cas de
Ange Joël, c'est votre spécialité. En tout cas, là, on va davantage vous écouter. Sur le cas, tout commence par un palud, selon les dires de la maman. Et ensuite, il y a un abcès qui apparaît et qui est détruit, mais qui crée autre chose maintenant. Comment comprendre ça? Moi, je pense qu'on parle de palud ici. Ici, d'habitude, c'est une fièvre. Et une fièvre, ce n'est pas forcément un palud. Ce n'est pas forcément un moustique qui est responsable de l'infection. Moi, je pense plutôt que c'est une infection urinaire simplement liée à son problème urinaire qu'il a. Peut-être qu'il a eu une atteinte de son rein qui a provoqué cette fièvre. Et finalement, ils ont découvert qu'il y avait autre chose en dessous. Et comment est-ce que ça peut arriver à un enfant de 8 ans? Je pense que ça également, ça concerne, c'est toujours dans le même cadre des malformations congénitales. Cet enfant, normalement, depuis la naissance, a ce souci. Si peut-être on avait fait une échographie prénatale, on serait rendu compte qu'il avait un problème. Parce que ce n'est que maintenant, peut-être que la maladie se manifeste, mais elle est là depuis bien plus longtemps, je pense bien. Ça fait partie des malformations qu'on peut diagnostiquer en échographie, parce que les reins sont très bien visibles en échographie, ça il faut le dire. Je parlais tout à l'heure du patient qualifié pour pouvoir faire ce genre de diagnostic. Très généralement chez nous, quand on a la fièvre, on dit qu'on a le paludisme. Ce qui fait qu'on a assimilé le paludisme à la fièvre, ce qui n'est pas juste. Je pense que c'est quelque chose qui existait très probablement. Et maintenant, l'enfant a grandi et on se rend compte, parce qu'à l'issue de la fièvre, c'est là qu'on va se rendre compte effectivement qu'il y a un problème. Le pus, c'est possible. Ça, si un abcès de rein, ça, il est bien placé pour pouvoir nous le dire. Il y a une stase des urines au niveau de sa vessie. Et lorsque les urines stagnent au niveau de la vessie, les microbes peuvent facilement s'y développer parce qu'il n'y a pas une clairance régulière des urines, une sortie régulière des urines. Donc ça s'infecte à l'intérieur et après on voit du pus mélangé à des urines. Ça, c'est plutôt classique. Alors la sonde placée n'a pas solutionné le problème alors? Je ne sais pas s'il a encore la sonde ou pas. Ah non, s'il n'a plus la sonde, le problème est toujours là. Forcément, la sonde, elle n'est là que pour permettre de drainer, de vider la vessie. Mais dès qu'on enlève, s'il y a un obstacle en dessous de la vessie, cet obstacle reste toujours. Il faut pouvoir le retrouver et le traiter sans traitement, sans prise en charge de la cause. Il y aura toujours le même problème. Et j'ai également entendu qu'il avait une incontinence urinaire, donc il a des fuites d'urine. Ça, je pense que c'est le trop plein d'urine qui se trouve dans sa vessie qui arrive à ressortir. Je pense, selon moi, qu'il s'agit ici d'une valve de l'urètre postérieure. C'est très probablement. Là, ce seront des examens, comme mes collègues l'ont dit, des examens endoscopiques, je pense bien. Donc, on met un petit tube à l'intérieur de son canal urinaire pour explorer sa vessie, explorer surtout sa prostate, voir s'il n'y a pas une petite membrane qui bloque le passage des urines de la vessie vers l'extérieur. Alors, au fur et à mesure que le temps passe, c'est pratiquement la même chose. Aujourd'hui, il est obligé de porter les couches comme un bébé, parce qu'il faut éviter de salir les vêtements. C'est parce qu'il est incontinent, parce que le trop plein d'urine, il a des urines en permanence à l'intérieur de la vessie. Et comme il n'arrive pas à les faire ressortir, lorsque les reins excrètent un surplus d'urine, ces urines sortent immédiatement au niveau du pénis. C'est seulement ça. Je pense que normalement, cet enfant devrait bénéficier d'un sondage vésical. On va lui remettre une sonde, essayer de retrouver la cause de son problème et le traiter plutôt rapidement. Parce que je pense que les reins, à la longue, s'ils ne sont pas encore, ils vont être progressivement détruits. Et ce sera peut-être plus tard une dialyse qu'on sera obligé de faire. Donc plus tôt on le prend en charge et mieux ce sera pour lui. Alors, la prise en charge n'est pas pour demain, enfin, depuis pratiquement un an aujourd'hui, c'est le quotidien, c'est le même geste. Elle achète les couches pour protéger cet enfant et en même temps, elle dit avoir fait un tour au village. Faute de moyens financiers, elle a fait le tour des formations sanitaires où on lui a proposé une prise en charge, mais elle n'a pas pu respecter parce que financièrement, elle n'est pas stable. Oui, tout cela s'entremêle. Mais avant de répondre à votre question, je vais revenir un peu sur les propos de Dr Emapi. Lorsqu'on parle de la grossesse, la grossesse dans notre pays est une très grosse problématique parce que la grossesse n'est pas a priori considérée comme une maladie. Ce qui fait que cette conception de cet état
amène parfois plusieurs femmes à négliger la consultation prénatale et dont les risques qui pourraient être les leurs, non seulement au niveau de l'embryon, du fœtus par la suite, et même au moment de l'accouchement. Donc, plusieurs ne vont pas à l'hôpital, pas parce qu'elles ne sont pas conscientes du risque qu'il peut exister, mais elles négligent toujours en se disant non, je suis apparemment en bonne santé, donc je n'ai aucune raison de pouvoir aller à l'hôpital. Et à côté, ce n'est pas seulement les problèmes ruraux, mais ce sont aussi des problèmes urbains. Parce qu'il faut dire que dans la plupart de nos formations hospitalières, les infirmières accoucheuses constituent le maillon fort, pour ne pas dire la cheville ouvrière, alors que, comme je le dis toujours, je n'ai rien contre ce personnel où on trouve qu'il y en a qui sont très dévoués, mais elles ne constituent pas le personnel qu'il fallait dans nos salles d'accouchement. Et donc, on devrait former plus de sages-femmes pour pouvoir... Et pourquoi vous le dites? Parce que les infirmières ne sont pas à proprement parler un personnel médical, mais davantage un personnel paramédical et dont on va dire les assistants de ces deux médecins que nous avons sur le plateau. Parce que ce n'est que dans les pays africains que les infirmières prescrivent. Vous n'irez pas dans un pays qui a une certaine organisation voir des infirmiers ou des infirmières qui prescrivent. Pas parce qu'on doute de leurs compétences, simplement parce qu'il y a une hiérarchisation du service et dont on devrait pouvoir en tenir compte. Donc ce qui marche ailleurs doit pouvoir aussi marcher dans nos pays. Et pour revenir à votre question, l'une des difficultés, c'est au niveau de la gestion des ressources ou même de la répartition des ressources. Parce que, et même le sens de la responsabilité des uns et des autres. On voit bien que la mère de Ange a eu à interpeller le père de l'enfant. Et malgré les convocations qui ont été remises à ces derniers, il n'a pas bougé le petit doigt. Elle a même eu un document que les services de l'assistance sociale lui ont remis pour se rendre à la Kintini. Malheureusement aussi, ce document-là n'a pas été utile. Donc si ces services-là, les affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme, avaient un personnel disponible, bien rémunéré, avec des institutions annexes susceptibles d'accompagner les gens qui ont ce type de problème, il est clair qu'on aurait des solutions. Donc, le fait de ne pas avoir de structure ou alors une certaine, je vais appeler ça juridiction, même si je ne maîtrise pas le droit, qui peut poursuivre ou veiller à ce que les gens prennent leurs responsabilités, participe à encourager ce type de comportement. Donc, faire un enfant et puis abandonner l'enfant entre les mains de la mère et qu'elle puisse s'en occuper toute seule. Donc, ces différents secteurs, si les choses de la cité étaient bien gérées ou mieux organisées, avec des budgets qui correspondent aux problèmes qui sont ceux que ces différents ministères les rôles que ces ministères devraient jouer, on aurait moins de détresse, même si des difficultés comme celle-là venaient à surgir. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut amener un parent à fuir son enfant? C'est la honte? C'est le manque de moyens financiers? Non, il y a... n'allez pas croire que ce sont les parents dont les enfants ont un handicap ou une difficulté, ou alors les enfants qui sont différents de ceux qu'on considérait comme homme qui fuient. Il y a des parents qui ont des enfants bien normaux, mais qui refusent d'assumer parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Et d'autres, il y a des hommes qui ne sont pas prêts à devenir pères. Et donc, rejettent psychologiquement l'enfant. Mais vous serez surpris qu'à un moment donné, il va se marier ou il va faire un autre enfant, il va s'en occuper parce qu'à ce moment-là, il est psychologiquement prêt à assurer la paternité. Bon, personnellement, je comprends, hein, et la société devrait aussi comprendre, mais sauf qu'ailleurs, on trouve des mécanismes pour accompagner la mère dont le partenaire a disparu dans la nature, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc,
ça revient souvent, la faute revient à la mère qui n'a pas réussi à bien éduquer sa fille, laquelle fille allait porter la grossesse et qui devient un problème. Or, on observe que faire les enfants aujourd'hui est beaucoup plus facile que faire les champs. Parce que les gens, je suis désolée, les gens n'ont pas ils n'ont pas vraiment, je sais pas comment ils prennent la vie, hein, pour croire que faire des enfants c'est un passe-temps, alors que faire des enfants vraiment c'est de la responsabilité. Parce que quand on met au monde un enfant au monde, je suis désolée, il faut pouvoir s'en occuper. Mais malheureusement, vous allez voir des gens qui sont même légalement mariés, mais parmi leurs enfants, ils choisissent de s'occuper de l'un et de ne pas, malheureusement, s'occuper de l'autre. C'est pourtant un engagement lorsqu'on dit... Oui, c'est un engagement, mais la société devrait pouvoir, les institutions devraient pouvoir amener, n'est-ce pas, à obliger les gens à jouer leur rôle. Vous avez votre voisin au quartier qui maltraite sa femme, ou votre voisine au quartier qui maltraite son époux, ou l'un de ses enfants. Quand vous allez même vers l'autorité qui devrait venir savoir ce qui se passe, on vous dit toujours, il faut que la mère, surtout lorsque c'est la femme qui est maltraitée, ce n'est pas que je veuille absolument défendre les femmes, mais je parle de cas précis, parfois où la mère est maltraitée, l'autorité demande à ce que ce soit la mère qui est déjà maltraitée qui vienne se plaindre. Or, certaines sont déjà suffisamment traumatisées et ont peur des retombées. Or, si, comme dans d'autres pays, on découvre que la voisine est maltraitée et on va se plaindre et que l'autorité descendait sur le terrain, ça devrait quand même amener ceux-là à pouvoir changer leur attitude. Comme quoi, ce sont toujours les lois et l'application de ces lois qui devrait justement amener les gens ou contraindre, parce que la loi, le droit est contraignant. Ailleurs, les gens obéissent pas parce qu'ils aiment obéir, mais parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ce qu'on attend d'eux, il y aura des contraventions et ils seront obligés de payer. Or, chez nous, vous allez voir certaines institutions parce qu'elles ont l'autorité, leur voiture n'est pas assurée. Et donc, quand elles cognent la vôtre, on vous dit, allez vous plaindre où vous voulez. C'est ça qui est la réalité. Donc vraiment, il y en a qui sont prêts à devenir pères. Et donc, lorsque l'enfant est handicapé comme celui-là, c'est l'occasion. Parce que quand je vois la mère de Freslin, il est clair que c'était au cours d'une amourette qu'elle est tombée enceinte. Et donc, le gars ou le monsieur n'était pas prêt à devenir père. Elle avait à peine 22 ans. Donc, vous convenez avec moi que s'il n'était pas prêt à devenir père, et le rejeton qui naît avec des dysfonctionnements, pour lui, c'est un motif valable pour pouvoir disparaître dans la nature. Et comme en amont, il n'y a pas de structure pouvant l'obliger à donner quelque chose mensuellement à l'enfant, il se sent libre de continuer, peut-être à enceinte d'autres qui auront la chance d'avoir des enfants en santé. Alors elle me disait, lorsqu'on préparait cette émission, qu'elle n'a plus envie d'avoir un homme dans sa vie. Oh non, mais je pense que c'est à tort. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas, la première relation n'a pas abouti que vous allez abandonner. Non, bien au contraire, parce qu'il faut simplement espérer tomber sur la bonne personne. Parce que quand on tombe sur la bonne personne, même si cette personne est boiteuse ou je ne sais quoi, et qu'elle a des qualités humaines, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'épanouir auprès de ce dernier. Et puis même ce dernier peut devenir un bon père pour l'enfant, parce qu'il y a des hommes qui sont, moi je trouve certains hommes tellement généreux, qui sont empathiques vis-à-vis des femmes qui sont mères comme elles et qui ne souhaitent que donner tout pour que l'enfant puisse s'en sortir. Parce que, bon, du moins, s'il est prêt à être avec la mère de Freslin, il accepte la mère de Freslin avec son bagage. Donc, ces hommes-là ne sont pas nombreux, mais il en existe. Il ne faudrait pas qu'elle abandonne, non. Ce n'est qu'une mauvaise expérience, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut qu'elle ouvre d'autres portes et puis qu'elle s'occupe aussi, parce qu'en ayant une activité, ça va lui permettre de mieux...
qu'elle se dise d'abord que c'est une enfant comme tous les autres enfants, malgré la difficulté qui est la sienne. Parce qu'autour de cet enfant, il doit avoir de la joie, des choses positives. Il ne faudrait pas qu'elle prenne la vie négativement, non. Et surtout que Freshly, les gens ont beaucoup de problèmes, hein, mais il ne faut pas s'arrêter à brave, tout cela. Oui. Toujours. On l'a constaté également sur ce plateau. Alors, docteur Jerry, c'est vrai qu'on parle également de ce cas, le cas de Ange Joël. Quelle est la conséquence aujourd'hui, puisque ça fait pratiquement 1 an qu'il vit dans les mêmes conditions, sans traitement? Si on laisse prospérer, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ce sera toujours des infections urinaires à répétition. Et à la longue, je l'ai dit, ce sera une altération de sa fonction rénale. Les reins vont progressivement être touchés par les urines qui stagnent au niveau de ces parois et des urines infectées. Donc progressivement, ils vont se dégrader et ça peut finir en insuffisance rénale. Donc je pense que urgemment, il devrait quand même être pris en charge. Au moins que les urines infectées puissent être éliminées et ainsi après essayer de trouver une solution définitive à son problème. D'accord. Alors, docteur Emapi, on va faire le tour. On va revenir on va penser maintenant à la prise en charge justement de ces 2 cas, mais en commençant par le cas de Freshly, la petite de 5 ans. Oui. Alors, à son niveau, il faut déjà faire un bon diagnostic, hein, parce qu'il se pose un réel problème diagnostique chez elle. Il y a un problème génital, puis un problème digestif qui, je pense, a déjà commencé à être pris en charge. Il y a une deuxième phase, très certainement, de l'intervention rétablit la continuité. Sur le plan gynécologique, je l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de regarder les images. Il y a 2 possibilités ici. Soit c'est ce qu'on appelle une coalescence des lèvres, ce qui serait une très bonne chose. Alors, c'est quoi la coalescence des lèvres? C'est simplement un accolement des lèvres de la jeune fille. C'est tout à fait normal. Mais du fait de l'absence de la toilette de la jeune fille, il y a la saleté qui a fait que cela, ça colle. On a comme l'impression que c'est fermé. Cela peut se régler très facilement, même en consultation. Même à son âge? Oui, cela peut se régler. C'est des situations qu'on rencontre parfois même des personnes âgées, 70 ans, 80 ans, simplement parce qu'on ne fait pas de toilette et puis la saleté va faire que ça colle. Très délicatement, ça se règle très facilement. Mais non, la situation la plus grave, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une aplasie du vagin. C'est-à-dire que le vagin ne s'est pas formé, ça s'est accolé. Cela peut être simple, c'est-à-dire pas d'autres malformations associées, mais très généralement, cela s'associe à une autre malformation, soit de l'utérus, parce qu'il y a absence de l'utérus, soit des malformations au niveau des reins, soit des malformations au niveau du cœur. Donc il faut faire ce bilan-là déjà et voir. Si cela est limité simplement au niveau du génital, ça aussi, il y a quelque chose qui peut être fait. Mais ça demande quand même de l'argent. C'est des choses qui peuvent être faites au Cameroun. Donc, ça demande quand même qu'on vienne en aide à cette petite-là, afin qu'elle puisse retrouver une activité génitale tout à fait normale. Si c'est le cas d'un syndrome polymalformatif, sur le plan conceptionnel, cela va être assez difficile, mais au moins qu'elle retrouve une vie génitale assez commode. Voilà à peu près comment est-ce que cela peut être géré chez la Alors, les 2 cas peuvent être gérés localement? Oui, ça peut être géré. Oui. Il faut des moyens. Il faut des moyens, bien évidemment. Bien évidemment. D'accord. Alors, vous avez un mot à dire pour cette fille, cet enfant? Non, plutôt pour le garçon. Oui, on va arriver tout à l'heure. Pour l'enfant, je pense que le problème digestif me semble sérieux. Hein. Il faudra faire également un bilan bien plus poussé. Et vraiment, il faudrait une technicité très intéressante pour pouvoir régler ce problème. Donc c'est un problème plutôt difficile, je pense. Alors ici, la solution n'est pas que médicale telle qu'on évoque. Il y a également une prise en charge psychologique, non seulement pour l'enfant, et les parents aussi. Oui, absolument. C'est aussi l'occasion de, même si les examens échographiques ne permettent pas de déceler toutes les malformations, il est quand même important que les femmes apprennent à s'habituer, n'est-ce pas, à faire des consultations prénatales, au moins ceux du premier trimestre, donc entre la première semaine et la 12e semaine de la grossesse, pour permettre à nos médecins et gynécologues obstétriciens de diagnostiquer les malformations qui peuvent être gérées ou alors celles qui vont nécessiter une interruption médicale de la grossesse. Et pour le reste,
plusieurs parents ont besoin d'assistance psychologique et de suivi pour pouvoir gérer de telles situations. Et comme cette émission aussi, c'est l'émission de l'espoir, il ne faudrait pas que les parents abandonnent parce qu'il y a de la difficulté, mais n'est-ce pas, frapper aux portes comme celle-ci pour permettre aux citoyens généreux de pouvoir apporter leur modeste contribution afin de continuer, afin d'humaniser notre société, parce que notre société est en train de se déshumaniser. Vous êtes certainement tous au courant de Covid-Gate, que ce soit vrai ou faux, ça participe à déshumaniser notre société et on ne demande qu'à humaniser un peu plus notre société en apportant, même ne serait-ce qu'à partir des mots, un peu de baume au cœur de ceux de nos patriotes et compatriotes qui ont des difficultés et aussi faire appel aux âmes de bonne volonté, que ce soit les médecins. Si un médecin pense qu'il peut lui faire une radio et l'autre pense qu'il a des appareils pour faire une échographie, que ces énergies se mettent ensemble pour apporter un peu de joie à ces enfants que nous avons reçus sur ce plateau ce soir. Vous englobez un peu de tout ça, mais de façon spécifique. Docteur Emapi est avec nous ce soir. Il a déjà évoqué quelques pistes de solutions pour cet enfant, pour apporter de l'aide véritable à Freshline. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une bonne possibilité de faire et puis de tendre la main, de demander aux autres confrères de pouvoir faire quelque chose dans leur domaine spécifique. Voilà. D'accord. Alors, ça c'était pour la petite Freshline qui est âgée de 5 ans et qui a cette... L'inflammation anorectale. Oui. Enfin, je veux dire, ces deux pathologies qui sont délicates parce que la prise en charge également nécessite beaucoup de moyens. Et là, il y a notre ami Ange Joël qui a également un problème aussi sérieux. Oui, c'est sérieux. J'ai entendu la maman parler de 500 000 francs pour l'opération. Je pense que ce n'est qu'une partie de la prise en charge. Je doute que ça suffise. C'est juste pour des examens ou oui, pour des examens et peut-être pour une tentative de solution, mais je ne pense pas que ce soit... Il faut aller au-delà de ces examens. Et l'autre problème aussi ici, c'est que ces appareils, les appareils dont disposent en général les urologues, ce sont des appareils pour adultes. Et je pense que cet enfant, il a 9 ans, il faudrait des appareils pédiatriques. On n'en trouve pas beaucoup dans notre contrée. Donc il faudra trouver un centre qui en possède pour pouvoir réaliser ces examens. Moi, je pense que les centres, normalement, les hôpitaux gynéco-obstétriques, les hôpitaux gynéco-pédiatriques doivent pouvoir en avoir, quoique j'ai un petit doute là-dessus. Le centre médical d'urologie n'en a pas? Je pense qu'il en a. Ok. Alors, donc, on peut compter sur le centre? Non, je peux toujours le faire, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a aucun problème. C'est une bonne nouvelle déjà pour... Oui, c'est possible. Maintenant, en fonction de ça, on pourra peut-être approcher un peu plus du diagnostic et si possible, le prendre en charge. On en a eu des cas comme ça, mais plus tardivement ils sont vus et plus sûrement ils auront des séquelles. C'est ça le problème. Si déjà les reins sont atteints, il y a un capital qui sera peut-être éliminé si ça fait déjà plus de 8-9 ans qu'il a ce problème-là. Il y a un capital rénal qui sera forcément altéré et malgré une prise en charge, parfois, il reste des séquelles et ils doivent être suivis par des néphrologues ultérieurement et à vie pour essayer de préserver le reste de la fonction rénale qu'ils ont encore. En tout cas, on ne lui souhaite pas ça. On va déjà attendre que les premiers examens soient faits, soient effectués pour qu'on sache exactement de quoi il est question. Oui, mais par habitude, quand même, je vois bien une valve de l'urètre postérieure qui peut être responsable. Dès demain, il est possible qu'il passe au centre médical? On peut le voir. D'accord. C'est une bonne nouvelle également. Voilà. Donc, on sait déjà qu'est-ce qu'on peut faire pour ces deux cas. Déjà pour la petite Freshline et également pour Ange Joël, qui sont des cas que nous avons présentés ce soir. Mais seulement, on voudrait aussi savoir que nos téléspectateurs sont tous d'accord avec nous qu'il faut, comme d'habitude, mettre la main dans la poche pour accompagner ces deux cas, Dr. Ouga. Oui, tout à fait.
je suis un peu comme leur porte-parole parce que j'ai tellement côtoyé les petits-enfants ces jours-ci que vraiment je fais beaucoup d'efforts pour participer à l'émission. Je ne savais même pas que je devais arriver au bout. Mais vraiment, comme on dit toujours, il faudrait que... Bon, pas qu'il faudrait, les Camerounais généreux, il y en a. Et je suis sûre qu'à travers cette émission, ils seront nombreux à agir en apportant leur franc symbolique pour accompagner Fresline et le petit ange. Parce qu'on a aussi cette chance-là d'avoir déjà 2 médecins qui s'engagent à poser les premiers diagnostics. Ça fait déjà un peu de joie pour les parents. Et là, les 2 mamans ne doivent pas fermer leur cœur, leur vie. Je préfère aux autres hommes qui s'intéressent à eux. Ce n'est pas en vous enfermant, en vous lamentant au quotidien, en affichant les essentiellement malheureuses que vous allez vivre mieux. Il faut faire comme les enfants disent au quartier, la vie c'est un tour, mais ça doit être un vrai tour. Donc n'abandonnez pas. Oui, chez nous on dit également que lorsqu'on souffre et qu'on parle, on trouve la solution. Oui, comme elles ont déjà parlé, il faut qu'elles reprennent goût à la vie. Elles doivent vivre pour leurs enfants. S'ils sont déjà là, il faut tout faire pour les accompagner. La vie n'est pas facile, mais la vie doit toujours avoir le dessus sur nous. Et on ne doit pas abandonner, quelles que soient les difficultés. Donc, il faut aller le plus loin possible pour espérer avoir des résultats. Donc, en abandonnant, moi, c'est mon sentiment. Et on a comme l'impression qu'on ne voit les choses que négativement. Or, si on fait un effort de penser aux belles petites choses qu'on a eues dans la vie, qu'on a maintenant, il y a des enfants qui sont nés, qui sont déjà décédés, alors qu'eux, ils sont encore là. Donc, c'est une raison de plus de savoir que la vie est encore là et cette vie-là doit avoir le dessus sur nous. On ne doit pas abandonner tant qu'on a encore la toute petite force. Donc, qu'elles se battent aussi pour ne pas rester à la maison à compter les parpaings du mur. Non, il faut avoir quelque chose qui nous occupe. Même si ce n'est pas 7 heures, même si on a une petite activité qui nous occupe 2 heures de temps, ces 2 heures nous empêchent d'avoir des pensées négatives. Et donc, parce que c'est en sortant, en s'occupant, qu'on rencontre d'autres personnes et on va même découvrir que d'autres ont des problèmes plus difficiles que les nôtres. Donc les problèmes des uns seront la solution aux nôtres et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Moi, c'est mon sentiment. D'accord. Vous donnez également un conseil aux hommes qui abandonnent. Oui, mais moi je vous ai dit, je comprends ceux qui abandonnent parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais on doit juste les sensibiliser pour leur faire comprendre que l'enfant n'a pas demandé en aide. Même si vous avez abandonné et qu'à un moment donné, vous avez un peu de moyens, tendez la main. Parce qu'un homme qui abandonne un enfant et revient un jour donner 10 000, que les parents aussi ne disent pas « Ah, après 10 ans, après 4 ans, tu viens avec 10 000 ». C'est ce qu'il a trouvé pour le moment. Prenons d'abord le peu qu'il a donné. Peut-être la façon de l'accueillir va l'amener à faire un peu plus d'efforts. Parce que parfois, les parents sont responsables. Il a disparu. Le jour où il revient, on a déjà bouilli l'eau chaude pour verser sur celui qui est revenu. Alors que quelque part, il culpabilise. Il a aussi ce besoin de connaître. Donc, on sensibilise cela. Et aux parents, s'il revient vraiment, ne lui fermez pas la porte, essayez quand même de l'écouter et de prendre le peu qu'il donne parce que les irresponsables, il y en a dans toutes les sociétés, mais maintenant aussi, il faudrait que nos structures ou nos institutions pensent aux sanctions pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire. Mais comme on est humain, la sensibilisation est toujours plus utile que le fouet pour des adultes. Docteur Kuché, ce programme se veut également pédagogique, vous l'avez entendu. Quel est le conseil ou alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent, qui suivent ce programme, pas forcément aux parents de Ange Joël, il y a également plusieurs Ange Joël qui sont dans l'anonymat, qui veulent également avoir ou bénéficier de certains conseils venant du spécialiste que vous êtes. La première chose, c'est faire des échographies. Faire des échographies anténatales, voir le gynécologue au cours de la grossesse. Peut-être tout à l'heure, je l'ai un peu taquiné avec, avec les malformations digestives qui ne sont pas visibles, mais c'est très utile pour permettre de dépister, par exemple, le cas qui me concerne. Ça, c'est autre chose. Pour moi, je crois l'avoir déjà dit une fois ici. Ça, ce sont des maladies plutôt spectaculaires, ce que l'on voit ici. Mais il y a d'autres maladies qui se font à bas de bruit, qui sont visibles parfois par les parents, mais
qui ne prennent l'as pas en charge et pourtant cela conduit à des catastrophes plus tard. Lorsque l'on voit qu'un enfant n'a pas ses 2 testicules en place, il faut voir le médecin, il faut voir un généraliste, sinon mieux le spécialiste, parce que ce sont des maladies qui peuvent après aussi entraîner des problèmes de fertilité. Oui, parfois on a des cas sur ce plateau parce que les parents sont allés à gauche et à droite, oui. Soit n'ont pas eu la possibilité d'avoir des moyens, ou encore que n'ont pas été mieux orientés dans le cadre de la prise en charge. Et ça complique la situation. Oui, mais parfois même ils vont voir le médecin qui leur dit ce qu'il y a lieu de faire, mais ils ne le font pas. Le médecin leur dit que là, le testicule n'est pas à la zone où il devrait être et qu'il faut le faire descendre, mais ils refusent. Ils ont peur de l'intervention parce que, là, le traitement, c'est une intervention. Et ils se disent, un enfant de 1 an, 2 ans qui se fait opérer, peut-être ça va finir ailleurs. Donc, ils préfèrent ne pas le faire. Il y a également, lorsqu'un enfant a une douleur au niveau des testicules qui arrive brutalement, il faut rapidement voir un médecin. Si l'on remarque que le testicule est gros et qu'il est douloureux chez un enfant, il faut rapidement se diriger vers le médecin parce qu'il peut s'agir d'une torsion du testicule. Le testicule qui va se tordre sur lui-même et qui va ainsi bloquer le passage du sang et ainsi mourir très rapidement. C'est une prise en charge qui doit se faire dans les 6 heures, 12 heures. Donc, moi, ça, ce n'est pas des choses qu'on verra ici, mais qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus catastrophiques, je pense. D'accord. Merci à vous. Dr Emapi, c'est la routine ou c'est un rappel que vous allez faire? C'est la seule chose que je vais dire très généralement lorsqu'on sort de cette émission. Les patients qui vont revoir le lendemain ont toute peur parce qu'elles se disent que leur bébé porte certainement l'une des malformations qu'on a décrites. Non, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas que les femmes généralisent. C'est des cas parfois rares, mais qui existent. Et si on prend le cas de chacune des malformations qu'on a données aujourd'hui, c'est pour certains 1 sur 4000 naissances, pour d'autres 1 sur 2500 naissances. Donc, ce n'est pas la peine d'intérioriser, de prendre le problème des autres pour faire le vôtre. Non. Soyez cultivés, écoutez ce qui se dit pour pouvoir mieux suivre votre grossesse et plutôt pas pour pouvoir détruire votre grossesse. D'accord, merci. Vous êtes resté avec nous sur ce plateau, Mirabel. Vous êtes la grand-mère de Freshline. Oui, les conseils ou les explications des médecins vous rassurent quand même? Franchement, je dis merci à Dieu. Merci de m'avoir conduit ici à Equinox ce soir. Franchement, je suis très contente d'entendre nos médecins rabaisser un peu le cœur parce que là où je me trouvais, je ne savais plus quoi faire. Déjà, quand le médecin dit que vraiment c'est possible, ça me va droit au cœur et je remercie l'Éternel pour cela. D'accord. Alors, tel que vous l'avez dit, les téléspectateurs vont davantage vous accompagner dans cette prière, surtout de façon financière et même des conseils aussi. Merci à vous, docteur Cuissier, Jerry. Vous êtes chirurgien urologue et vous travaillez pour le centre médical d'urologie de Douala. Merci d'être venu ce soir également partager avec nos chers téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, docteur Woguin Fosso Jeannette. Vous êtes anthropologue et enseignante à l'université de Douala. Tout à fait. C'est que vous êtes régulièrement avec Charlotte. Oui, je comprends. Maître Charlotte Chakunte. Maître Charlotte Chakunte. Oui, merci également d'être venu. Avec vous également, Dr Honoré Emapi de Balzac, habitué de ce plateau. Et vous vous occupez toujours la même place. Il va falloir que je change la prochaine. Non, vous n'allez pas changer, vous resterez toujours là. Merci à vous, merci également à nos chers téléspectateurs qui vont davantage faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire accompagner les différents cas que nous présentons sur ces antennes. Et beaucoup sont déjà en voie d'être solutionnés, donc vous aurez l'occasion de découvrir des cas solutionnés pour cette année encore. On l'avait annoncé en début d'année et vous les aurez donc au cours de cette année à vous, alors avant la fin de cette année. Merci. On va vous proposer quelques cas également qui sont déjà troublantes. Si c'est même pas moi, ni peut-être sa mère,
qui allait chez le décès, c'est quelqu'un qui allait chercher ses problèmes. Bon, peut-être chercher son problème. Lui, de là, il a dit aussi, il y a un fils dans mon quartier là, comment c'est comme ça? Il a dit, ah, ton fils là, c'est grave. C'est le venin de serpent qui est sur son pied comme ça. La personne a demandé que est-ce que le serpent lui a dit non, c'est pas mystique. Que le serpent avalait le pied de l'enfant. Dès lors, la famille du petit Lévique va tout mettre en œuvre pour apporter la guérison au garçon. Pour cette raison que le peu d'argent qu'on avait fait, on a d'abord commencé par l'indigène. Mais maintenant, quand la personne, bon, le tradition, quand elle a fini de faire son truc, il a dit, bon, maintenant, vous pouvez l'amener à l'hôpital. Bon, ça sointait, ça lui faisait très mal. On ne dormait même pas. Et ça formait comme la serre. Et après, ça s'est payé. Ça sointait. Faisait n'importe comment ça sointait. C'est depuis le jour-là qu'on lui a amené chez le guérisseur. Là, comme bon. Peut-être ça fait pratiquement peut-être un mois. Il a fait dire, bon, maintenant vous pouvez l'amener à l'hôpital. Vraiment, il ne pouvait pas travailler, mais il fallait qu'il sorte d'abord soit le venin du serpent mystique là, sur ça, avant qu'on l'amène à l'hôpital. Parce qu'il a dit que, étant déjà à l'hôpital, sans faire ça, ça ne pouvait pas aller. Faute de moyens, le jeune garçon continue de se traîner à quatre pattes, sous le regard impuissant des membres de sa famille. C'est les moyens qui sont réduits, sans ça, on devait déjà l'amener à l'hôpital. Comme ça arrêtait de soigner là, parce que comme il partait là-bas, il rampait toujours, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il rampait toujours. Bon, maintenant, le changement, c'est seulement comme ça ne soigne plus là, à mon avis. Comme ça ne soigne plus. Sa famille, comme toutes celles de la bourgade villageoise, vit exclusivement de l'agriculture. Constater là, comme il y avait le palmier sur la cour, là, c'est de ça au vivant. Quand peut-être on n'a pas assez de palmiers aussi, c'est un petit truc qu'on fait comme ça pour manger et non même pas pour vendre. Et après on concasse aussi les palmiers là. Depuis la survenue du mal de leur enfant, tout est aux arrêts. Le jeune garçon a même dû mettre un terme à sa scolarité. On vivait difficilement. Quand il partait à l'école, je partais même au champ chercher de quoi manger. Pour le moment, je n'ai pas pu. Je n'ai rien à la maison. Même le voisin, quand je pouvais même lui laisser pour aller chercher même n'importe quoi. Il part au champ, je n'ai personne pour lui laisser. Je suis là comme ça, je n'ai rien, même aller au champ. Je n'ai plus le temps pour aller. Ça me dépasse même. Même aller même à l'école comme il partait, il ne part même plus. Je reste à la maison avec lui. Le jour que je vois quelqu'un, je lui laisse pour aller me chercher même la banane pour venir. C'est un cas social passé sur nos antennes la semaine dernière. Il s'agit du cas social de bébé Evan qui vient du Honkam. On le voit bien à travers ces images. C'est un enfant qui souffre et qui a adopté une autre posture, une autre façon de marcher ou alors de se déplacer. Vous l'avez vu, difficile justement pour sa jeune mère de pouvoir trouver la solution à son problème. Et pour comprendre et peut-être avoir une idée de ce qui est déjà fait pour cet enfant, nous recevons Irène. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Tout est soufflé, on vous voit arriver. Ah, ça, il faudrait le dire. Oui. Déjà pour ce soir, deux cas que nous avons présentés. Il s'agit du cas de la petite Freseline et bien entendu du jeune
Ange. Joël. Ange Joël. Qui sont tous deux malades. Oui, tout à fait. Tout au long de l'émission, nous avons perçu les différentes contributions pour le compte de Freshlin Blessing. Les différentes contributions sont dans les suivantes. Patricia Zonga de l'Allemagne, 16 399 francs. Ndiki Alphonse, 2000. Goumela Ignace, 500. Une chrétienne KRM, 10 000. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Rodrigue Ndjen Dengamendieu, 2 000 francs. Virginie Kemeni, épouse Wadieu, 1000 francs. William de Dakar, 500. Sergio Seba Wochem Deba, 500. Gilbert Chofak, 500. Vernon Pena, 5000. Kounzoum Abdou Aziz, 3000. Karine Omba Somben, 2000 francs. Pierre Hervé Nankep, 1000 francs. Florence Abbé, 1500. Linda Ebotan, 2000. Marie-Noël de Tchan, 1600. Wekeyenyi Vedeyongni, 1000 francs. Cyril Ramos Sonkin, 1250. Abdel Karim Mouchili, 600 francs. Ndome Edimo, 2500. Atim de Gaulle, 500 francs. Fernand Nangam, 5000 francs. Béa Ludovic, 15 000. Karine Takamfonkou, 1000 francs. Famille Foyette, 2500. Bon Samaritain de la Dibamba, 1000 francs. Pour le compte de la petite Freshlin Blessing, nous avons un montant de 92 349 francs CFA. Il faudrait noter qu'elle n'était pas seule sur ce plateau. On avait également le cas d'Ange Joël. Et les différentes contributions perçues sont les suivantes. Ndiki Alphonse, 2000. Goumela Ignace, 500. Sergio Seba Wotien Deba, 500. Une chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Florence Abbé, 1500. Linda Ebotan, 2000. Cyril Ramos Sokin, 1250. Ndome Edimo, 2500. Jacques de Bonabéry, 500. Béa Ludovic, 15 000. Ndjeharobe Joseph, 1000 francs. Famille Foyette, 2500. Nous avons pour le compte d'Ange Joël un montant de 51 250 francs CFA. D'accord, ce sont les deux cas de ce soir et l'on espère bien que les téléspectateurs vont davantage faire le geste. Tout à fait. Pour accompagner ces deux enfants qui ont besoin de retrouver le goût de la vie. Tout à fait. Voilà. Nous précisons déjà que les numéros de téléphone pour les contributions sont le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant contribué. À la suite des contributions de Freshlin et Ange Joël, nous avons également les contributions du petit Lewis et Van du reportage précédent. Les différentes contributions perçues depuis le 20 mai sont les suivantes. Bienfaiteur DDJC, 1000 francs. Chauffeur de taxi, 1000 francs. Madame X de Bonabéry, 2500. Une chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Anonyme, 2500. Moda Foundation Abam, 3000 francs. Yumgu 2, 1000 francs. Les stagiaires du cabinet Tema à Bafoussam, 5500. Gemto Foko, 5000 francs. Maman Alice de Consamba, 2000 francs. Partenaire Emmanuel TV, 24 000. Famille Foko Pierre, 5000 francs. Anonyme, 1000 francs. Komanya Sakou, 2000. Une simple Camerounaise, 1500. Maman Alice du marché central, 5000 francs. Madame Tchakounte, 5000 francs. Mba Yves, 2500. Fautueux Kuaté, 5000 francs. Bienfaitrice de Paris, 10 000 francs. Donatus Fort, 5000 francs. Moumi de Bacham, 1000 francs. Manfo Corinne, 2000. Un bienfaiteur de Kribi, 2500. Famille Okele à Yaoundé, 5000 francs. Odette Olivia Djodam Djodi, 1000 francs. Famille Congo à Bouddha, 1500. Ngono Saint-Faux Rose, 1500. Madame Chokonte, 2500. PR, professeur Chim Chuen, 5000 francs. Bienfaiteur de Kribi, 5000 francs. Une grand-mère retraitée à Bonanga, 2500. Saint-Joseph Community Charles Boromé, 30 000. Djene Zalekomo, 500 francs. Maman Antoinette, 500 francs. Bienfaitrice du Canada, 5000 francs. Djudje, 1000 francs. Tagne, 10 000. Tateze Mamiafou, 3750. Moshe Tongue, 5000 francs. Nubisi Noune, 3000 francs. Folon, 10 000. Signé, 3000. Fongan, 2000.
Batum 2000, Matoume 2000, Ngepa 1700, Violaine 2000, Madame SD 1000 francs, famille Kamtue à Konsamba 7000 francs, Onkap 1000 francs, famille chrétienne d'Ongouan 1500, famille Legop Emmanuel 10 000 francs, Wambon 2000 francs, bienfaitrice à Bafan 2500. Nous avons pour le compte du petit Lewis un montant de 351 983 francs CFA. Nous reviendrons la semaine prochaine sur la suite de la lecture des contributions pour le compte du petit Lewis Yvan. Très bien. Alors, il n'y a pas que le petit Yvan, il y a également le cas social Marie-Madeleine Ngolé, que l'on a déjà découvert sur ces antennes et qui est donc dans une phase de prise en charge, pratiquement vers la sortie, c'est-à-dire vers la guérison. Vers la guérison. On parlera tout à l'heure, on vous donnera des bonnes nouvelles pour elle dans un instant. Mais avant, on aura une idée de ce qu'on a pu contribuer pour elle. Tout à fait. Lors de la dernière émission sur ce plateau, nous avons lancé un 3e cri de cœur afin de soutenir Dame Marie-Madeleine Ngolé. Et les contributions que nous avons perçues depuis le 19 mai sont les suivantes. Retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango, 5 000 francs. Une âme de bonne volonté au quartier Foujol à Yaoundé, 5 000 francs. Bienfaitrice de Paris, 5 133 francs. Bienfaitrice d'Edéa, 4 000 francs. Bienfaiteur, 7 250. Une chrétienne résidente à Titi Garage, 5 000 francs. Brigitte Linda Yefa, 1 000 francs. Évariste Tchafak Cheken, 1 000 francs. Stanislas Lebo Woto, 3 000 francs. Famille Tadia, 5 000 francs. Famille Monsieur Taf, Église évangélique Biemassi de Yaoundé, 2 000. Ludovic de Saint-Comtesse, 15 000. Steve de la Cité Sikh, 2 000 francs. Loïc depuis Yaoundé, quartier Ekounou, 1 000 francs. Famille Kicho Achan, 2 000. Famille Choupo Abafoussam, 2 000. Manga Vezanis, 3 000. Wambon, 1 000 francs. Bienfaiteur de Douala, 1 500. André, 5 000 francs. Pour le compte de Dame Marie-Madeleine Ngolé, nous avons un montant de 351 983 francs CFA. Et voilà, ce sont là des contributions pour cette dame qui n'était pas enceinte. Tout à fait, une fausse grossesse. Une fausse grossesse. Et là, on a entendu beaucoup de choses et après cette opération, on découvre bien d'autres choses aussi. Alors, Dr Emma Pierre est avec nous. Une fois encore, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Vous avez des bonnes nouvelles pour nous concernant Marie-Madeleine? On a de très bonnes nouvelles pour Marie-Madeleine. Je vais déjà commencer par expliquer la démarche diagnostique en médecine. Lorsque vous êtes malade, vous venez à l'hôpital, vous dites au médecin « j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai tout ceci, cela ». Le médecin vous écoute attentivement et puis il va vous examiner avec ses mains, avec ses yeux, avec ses oreilles, ses organes de sens. Et il évoque des diagnostics. C'est ce que nous avons essayé de faire sur ce plateau avec les médecins qui étaient. Et mais on est arrivé en clinique, on a fait exactement ce que je dis. Et puis on demande des examens pour pouvoir étayer ce qu'on a découvert, ce à quoi on pense. On avait émis des hypothèses diagnostiques. On va demander donc des examens paracliniques, des examens de prise de sang, des échographies, des radiographies, des scanners. C'est ce qu'on avait fait. De tous les diagnostics qu'on avait évoqués, celui qui se rapprochait le plus, c'était celui d'un cancer de l'ovaire. Alors, on décide donc d'opérer. De toute évidence, il fallait qu'elle soit opérée. Ça, là, on savait que c'était la première chose à faire, c'était l'opération, l'intervention chirurgicale. Ce qui a été fait, c'est passé sur ce plateau, on a expliqué. Et alors, maintenant, lorsqu'on a fait une intervention chirurgicale, il faut enlever les différentes pièces opératoires qu'on renvoie chez un autre médecin qui est spécialisé pour examiner des pièces. On appelle ça l'anatomie pathologie. En médecine, c'est quand même quelque chose de très important. Dans la prise en charge des cancers, c'est une phase très importante. C'est parfois la clé du diagnostic par rapport à tous les autres éléments qu'on a pu donner. Alors, c'est ce que nous attendions depuis un mois qu'on a opéré Marie-Madeleine. On attendait cette pièce opératoire, les conclusions de ce médecin qui est un très célèbre médecin dans la ville de Douala en matière d'anatomopathologie, qui nous disent effectivement y a-t-il cancer ou il n'y a pas cancer. Les sanctions a été très formelles. Je l'ai appelé personnellement pour me dire tu me confirmes exactement ce que me dit
Il me dit non, il n'y a pas de cancer chez Marie-Madeleine, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est vrai, il y avait... Oui, c'est bien d'applaudir parce que c'est une nouvelle très soulageante. Parce qu'on se posait la question, personnellement, je me posais la question, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On sait que la prise en charge, les médicaments anti-cancéreux coûtent énormément cher. Comment est-ce qu'on allait faire pour pouvoir continuer le traitement de cette dame? Oui, mais il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qui avait entraîné une augmentation aussi volumineuse du ventre de cette dame? Oui, il y a quand même une maladie, mais qui est moins compliquée, qui est aussi endommageante, qui est aussi invalidante, mais qui est beaucoup plus facile à traiter actuellement dans notre pays que ne le serait un cancer. C'est effectivement ce qu'on appelle une tuberculose péritonéale. Alors les gens vont se poser la question, lorsqu'on parle de tuberculose, c'est ce que la personne va tousser. Non, il faut distinguer deux types de tuberculose. La tuberculose pulmonaire et la tuberculose extra-pulmonaire. La tuberculose pulmonaire se développe essentiellement au niveau des poumons. Ça peut créer des complications, mais il y a la tuberculose extra-pulmonaire qui se développe sur différents organes. Cela peut être les ganglions, cela peut être les os, cela peut être les parties génitales, c'est ce qu'on appelle la tuberculose génitale qui va empêcher la femme de concevoir. Cela peut être la tuberculose péritonéale. On va retrouver des granulations dans l'abdomen de la personne. Et c'est ce que nous avons retrouvé et que nous avons pensé que c'était des ganglions de cancer. Et voilà à peu près. C'est ça qui a détruit totalement cette jeune fille. Malheureusement, le diagnostic n'est pas très élevé, n'est pas aussi facile que le serait une tuberculose pulmonaire. Heureusement, il y a l'intervention chirurgicale qui permet de prendre et d'envoyer en anatomie pathologique une dit tels éléments qui nous font penser qu'il s'agit d'une tuberculose péritonéale. Là, elle aura des traitements, elle aura un traitement qu'elle va prendre, mais ce sera beaucoup plus aisé, ce sera moins compliqué que ne le serait un diagnostic de cancer. Très bien. Alors, c'est la bonne nouvelle qui conclut d'ailleurs cette émission, qui clôture donc ce rendez-vous, le rendez-vous de ce jeudi. Irène, bonne nouvelle pour très bonne nouvelle parce que nous avons paniqué. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on fera pour recouvrer une somme énorme pour le traitement du cancer des ovaires. Mais aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. Marie-Madeleine Gollet souffre de tuberculose. Il y a plusieurs types de tuberculose, comme a précisé le médecin tout à l'heure. Elle est déjà une jeune fille, hein. Elle n'a plus la fausse grossesse, elle a été opérée, elle est plate actuellement. Il suffit simplement de traiter cette tuberculose et je pense qu'on peut déjà dire merci à ces âmes de bonne volonté qui ont permis son opération. Nous les disons merci et grâce à la somme de 353 000, on peut commencer le traitement de la tuberculose parce que c'est un traitement qui est parfois, si je ne me trompe, sur le long ministère public, presque gratuit. Donc nous disons déjà merci à ces âmes de bonne volonté. Mais il y a encore des cas sociaux qu'on peut sauver et qu'on va sauver parce que c'est notre devoir, c'est notre leitmotiv à regard social. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous vous demandons donc de continuer la machine de la solidarité via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant. Nous disons à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, sans oublier de dire bonsoir à la région de l'Ouest, surtout un coup de cœur à toutes ces personnes qui résident dans la région de la falaise de Tchang. Encore nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées pour l'accident de ce jour. Merci. Merci à vous Irène Tembi, merci à jeudi prochain. Merci à Dr Mapi et à tous ceux qui sont restés encore avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci au grand public qui est là comme tous les jeudis soirs. Merci à Cédric Nana, on va dire merci à Eric Watat, Cédric Chouna, Dallas Tchana qui est avec nous. On va dire merci à Libero Ndjomo et surtout à Marlise Minkoumou et Zéphirin Gondi. Danny Warren Zede est le réalisateur de cette émission Regard Social à qui nous disons merci également. Merci à moi-même, Flavien Dongo. Bonsoir.